Hello à tous et bienvenue sur le troisième épisode de la philosophie du Web 3.0 et aujourd'hui on va parler des nouvelles formes de gouvernance grâce au Web 3.0. Donc on va commencer tout simplement par parler un petit peu des premiers jours d'Internet rapidement parce que ça a un impact sur la façon dont la centralisation et la décentralisation en termes de prise de décision a été construite jusqu'à présent. Donc au début, sur Internet, on était régi tout simplement par des organisations, des entités gouvernementales, avec une approche très top-down, donc tout simplement une approche qui vient du haut, et toutes les personnes qui sont en haut vont décider de comment on va prendre les décisions. Ensuite, il y a eu tout ce qui est des entités comme l'ICANN, donc Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui ont joué un rôle majeur dans la gestion des ressources critiques. Donc, ils ont notamment aidé à la distribution des adresses IP et des noms de domaine. Donc ça, c'était, on va dire, des premières pierres à l'édifice pour tout ce qui est vraiment identité sur Internet et pouvoir un peu clarifier qui sont les acteurs, comment est-ce qu'ils s'organisent, etc. Ensuite, il y a eu tout ce qui est géants du web qui sont arrivés. Donc avec Google, Amazon, Facebook, avec des nouveaux types de gouvernance très centralisés qui ont pris forme. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à exercer une influence énorme sur la façon dont les informations elles sont diffusées et consommées sur Internet. Okay ? Ensuite, vient de par rapport à ça, justement, ce modèle décentralisé. Okay ? Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la préoccupation, on va dire, concernant tout ce qui est vie privée et tout ce qui est censure et monopole, les gens n'en veulent plus, ou en tout cas en veulent beaucoup moins. Et c'est pour ça que la naissance du Web 3.0, en fait, c'est vraiment une réponse. C'est une réponse qui a émergé de ce système-là dans lequel on était. C'est pour ça que ce système de décentralisation est apparu. Donc en gros, quelle est vraiment, ça fait partie de la philosophie du Web 3, mais on veut un Internet qui est plus décentralisé et qui va être basé sur plusieurs technologies, mais notamment la blockchain. Donc tout simplement, la blockchain, c'est vraiment un cadre parfait pour créer des systèmes décentralisés, un Internet où les décisions, elles ne sont pas prises par une autorité centrale, mais vraiment distribuées à travers un réseau. Et ce qu'il y a de génial, c'est que le pouvoir, en fait, il va être vraiment réparti, et le contrôle, entre tous les utilisateurs, ce qui favorise une approche qui est beaucoup plus démocratique en termes de gouvernance. Okay ? Donc on va attaquer avec les DAOs. Okay ? Donc une DAO, en fait, pour vous faire très très simple, c'est une entité qui est gérée par des règles. Mais ces règles, elles sont programmées comme des smart contracts, des contrats intelligents, qui sont sur une blockchain. Donc les contrats intelligents, c'est tout simplement des logiciels qui vont s'exécuter, qui vont fonctionner de manière autonome, sans intervention humaine. C'est-à-dire que quand il se passe A, toi automatiquement, tu vas déclencher B et ensuite C, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les mécanismes de vote. Donc, en gros, on va pouvoir prendre des membres d'une organisation. Ces membres, ils vont voter sur diverses propositions. Donc, ça peut être des modifications mineures, mais ça peut être aussi des décisions stratégiques vraiment majeures. Et les votes, ils vont être effectués directement via la blockchain, ce qui va permettre que ça soit vraiment transparent et intègre pour tout le monde. L'autre avantage de passer aussi sur la blockchain, c'est qu'une fois qu'une proposition elle est approuvée, les smart contracts ils vont s'exécuter automatiquement en fait. Et la décision, elle est instantanée. Donc imaginons on dit ok si on approuve ça, il y a des fonds qui vont être débloqués ou qui vont être envoyés à telle entité pour telle action, et boum, ça se fait automatiquement. Si c'est une modification d'un paramètre ou d'un système, pareil. On a des exemples, deux exemples là qui sont intéressants. Le premier c'est MakerDAO.
Donc MakerDAO, c'est tout simplement une DAO qui est dans la DeFi, donc la finance décentralisée, et elle gère DAI, ok, D-A-I, c'est une monnaie qui est stable, okay, qui ne va pas avoir de variation, mais qui va être adossée à des crypto-monnaies. Et en gros, comment ça se passe, c'est que les détenteurs du token de cette organisation, qui s'appelle le MKR, ils vont voter sur des décisions importantes concernant les politiques, les fonctions de cette institution, les taux d'intérêt, les garanties, etc. Donc ça, c'est déjà, vous pouvez aller voir sur internet, MakerDAO, ok, M-A-K-E-R-D-A-O. Et une deuxième aussi qui est intéressante, c'est Compound. Donc Compound, en fait, c'est une plateforme qui tout simplement fait des prêts de crypto-monnaies. Et les utilisateurs, ils peuvent emprunter ou prêter des actifs numériques. Et les personnes qui sont détentrices je crois qu'il s'appelle le COMP, C-O-M-P, c'est le token en fait de cette organisation, ils peuvent voter sur des propositions qui sont liées à la gouvernance du protocole. Est-ce que ça va être l'ajout de nouveaux marchés, les modifications des paramètres du système, etc., etc. Mais on peut le voir qu'en fait, il y a déjà des organisations privées qui fonctionnent comme ça. Et n'importe qui aujourd'hui peut dire, ok, moi je vais créer une DAO, et en fait, c'est pas moi qui vais diriger cette entreprise, ça va être tout simplement une communauté. Donc ça change vraiment, on va dire, la façon dont on va penser les organisations, comment elles vont fonctionner, et ça offre un modèle qui est beaucoup plus démocratique. Okay, donc évidemment qu'il y a des défis un peu en termes de sécurité, en termes de scalabilité. Pourquoi ? Parce que plus il y a de personnes dans une organisation, et moins la cohérence des actions est comment dire, je vais le dire différemment. Plus il y a de personnes, en gros, plus une foule est grande et moins les décisions qu'elles prennent peuvent être rationnelles. Et le fait, si on est 5 personnes dans une communauté, on communique ensemble, on peut avoir des échanges d'opinions, même s'ils ne sont pas les mêmes, mais c'est peut-être plus facile d'échanger que si on est 5000. Si on est 5000, il y a beaucoup moins de liens. Et donc le challenge, c'est d'arriver à créer quand même du lien et de la communication fluide entre ces personnes pour qu'ils puissent vraiment débattre beaucoup plus avant de prendre une décision. Ensuite, il y a aussi deux systèmes. En fait, il y a deux mécanismes, en gros, qui vont être ultra intéressants et importants. Le premier, c'est le Proof of Work. Donc, en gros, ça avait été popularisé par le Bitcoin. Donc, la Proof of Work, c'est tout simplement un processus dans lequel les mineurs, donc les gens qui vont extraire en fait des crypto-monnaies, ils vont utiliser une puissance de calcul pour résoudre des problèmes cryptographiques complexes, des problèmes mathématiques complexes. Et c'est un peu comme une compétition, et le premier mineur qui arrive à résoudre le problème, il valide un nouveau bloc de transaction et il est récompensé en crypto-monnaie. Et en fait, ça assure un mécanisme de sécurité et d'intégrité par rapport au réseau. Le deuxième, c'est le Proof of Stake. Donc ça a été utilisé beaucoup par des blockchains comme Ethereum 2.0, et là ça repose sur la possession de tokens pour valider et créer de nouveaux blocs. Imaginons que moi j'ai envie de créer un nouveau bloc, je dois montrer que je possède X tokens, donc Ethereum par exemple, X Ethereum, pour pouvoir créer un nouveau bloc. Et ce qui se passe, c'est que ça va réduire en fait considérablement la consommation d'énergie. Okay ? Ces deux concepts qui sont assez techniques, et le but c'est pas de comprendre à 100% comment ils fonctionnent, c'est juste que vous les ayez en tête et que vous compreniez que grâce à ces deux mécanismes, en fait, la blockchain est un endroit qui est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus, on va dire, intègre. Et en termes de vote, si on retourne un petit peu là dans les votes, parce que c'est plutôt ce qui va nous intéresser, mais en fait, on va pouvoir, grâce à des tokens de gouvernance, les mettre en place.
Donc les votes ils vont être pondérés en fonction du nombre de jetons qui vont être détenus par chaque votant. Exemple, si un utilisateur détient 100 tokens de gouvernance de cette entreprise, de cette DAO, et qu'un autre il en détient 1000, celui qui en aura 1000 aura plus de poids de vote. Et il y a aussi un deuxième élément, c'est que il va y avoir des quorums et des majorités. Évidemment, majorité, tout le monde comprend ce que c'est. Il faut qu'il y ait au moins 51% des personnes pour qu'ils gagnent une décision. Ça, c'est OK. Mais il y a aussi le fait de dire qu'il faut satisfaire un quorum minimal. C'est-à-dire que si demain on dit il y a au moins 80% des personnes qui doivent voter pour que ces décisions soient appliquées et qu'il n'y en a que 60, eh ben ça ne marche pas. Et ça c'est, encore une fois, c'est des décisions qui sont prises, mais tout simplement, c'est un peu comme le vote blanc. Si on dit, bah voilà, s'il y a 30% des personnes qui votent pas, bah voilà, tout simplement, peu importe la décision, ça ne sera pas appliqué. C'est la façon aussi aux communautés de s'opposer des fois à des prises de décision. On le fait déjà dans la vie réelle, mais le but, c'est vraiment de pouvoir l'appliquer d'une autre façon et tout simplement de redistribuer en fait le pouvoir des petites mains, on va dire, d'un petit nombre d'entités centralisées vers des communautés plus larges et diversifiées. Ok ? En fait, ça va vraiment conduire à un rééquilibrage des forces dans des domaines, mais enfin tous les domaines, finance, médias, etc. Je vais vous parler après d'un exemple concret qui est même un exemple public. Et ça va aussi chambouler tout ce qui est organisation sociale. Ça va permettre en fait des collaborations et des prises de décision collectives. En fait, les DAO, c'est vraiment des systèmes basés sur le consensus qui pourrait favoriser l'émergence de nouvelles formes d'organisation sociale et communautaire. Okay ? Les principes, c'est tout simplement, on veut de la transparence et on veut de l'équité. Et il va y avoir aussi évidemment des impacts sur la politique, parce que ça va pouvoir renforcer les processus démocratiques en offrant des systèmes de vote plus sûrs. Et j'ai un exemple, et c'est l'exemple concret que je vais vous montrer juste après. Et on va pouvoir annuler et réduire en tout cas, mais le but ça serait de l'annuler, tout ce qui est fraude électorale et encore plus motiver les personnes à participer en fait. Tout simplement cette participation civique, on va pouvoir l'augmenter parce que si les gens ont plus confiance dans le système, les gens vont tout simplement plus donner leur avis et plus participer. Okay ? S'il y a un jeu et je sais que si je fais un Uno et je sais que la personne en face de moi elle a le tas de cartes et elle peut choisir les cartes qu'elle veut, ça m'intéresse pas d'aller participer, j'ai pas envie de jouer à ce jeu. Par contre, si je sais que c'est équitable et si je vois que la pile de cartes, c'est bien quelqu'un qui l'a d'autres et qu'elles peuvent pas communiquer avec cette personne, ça va me donner envie de jouer. On peut aussi, tout ce qui est, on va dire, changement social, on va pouvoir aussi créer des causes, en fait, créer des plateformes pour des causes sociales ou environnementales, et ça va permettre à des individus qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes envies, de financer, de mener des actions collectives de façon beaucoup plus efficace et transparente. Okay ? On parle des ONG, par exemple. Il y a beaucoup d'opacité par rapport à ça, et des fois on se dit si je vais donner de l'argent à cette organisation, est-ce que ça va vraiment aider la cause qu'ils prônent ? Et en fait ça va tout simplement être aussi beaucoup plus transparent. Donc il y a aussi beaucoup à faire là-dedans. C'est un domaine qui va être je pense aussi très impacté par ce système de gouvernance. Et du coup, je vais vous parler d'une plateforme de gouvernance décentralisée qui s'appelle e-Democracy. C'est en Estonie. Donc en fait, c'est vraiment les leaders, on va dire, mondiaux en matière d'administration numérique. Et ils ont adopté donc cette plateforme de gouvernance décentralisée, e-Democracy, qui utilise en fait les principes du Web3 pour améliorer la participation citoyenne dans les processus politiques. Donc en gros, comment ça fonctionne ? E-Democracy,
il s'appuie sur la blockchain pour enregistrer les votes et les opinions des citoyens de manière du coup sécurisée et complètement transparente. Chaque citoyen est doté d'un token numérique. On lui donne un token numérique qui lui permet en fait de participer à des sondages en ligne, à des référendums ou à des initiatives de législation citoyenne. Et donc ces tokens, ils vont servir à voter, mais ça peut être pour des propositions gouvernementales, soumettre des nouvelles idées, et chaque token, il compte comme une voix dans le processus de décision. Et ce qui se passe, en fait, c'est incroyable parce que, en tout cas, la plateforme, elle a révélé que ça a augmenté drastiquement la participation des citoyens dans le processus des décisions, rendant les votes plus accessibles, parce qu'on peut voter aussi depuis chez soi, et beaucoup plus engageant. Ça aide directement aussi le gouvernement à prendre de meilleures décisions. Pourquoi ? Parce que il recueille des données sur la plateforme et en fait ça reflète beaucoup plus l'opinion réelle de la population. Et en termes de transparence et de confiance, ça assure que les votes ils sont vraiment enregistrés de manière immuable et transparente, et ce qui renforce, comme on disait, la confiance des citoyens dans le système démocratique. Ok ? Alors évidemment, il y a aussi des défis, il y a des challenges, il y a tout ce qui est sécurité de données et confidentialité. Ils ont été en fait obligés de mettre un système de cryptage avancé et des protocoles de sécurité qui ont été mis en place pour ça, parce que ça peut poser des problèmes aussi, que tout le monde sache qui vote quoi. Et ça a été aussi un travail, et un gros travail, ils sont encore évidemment, mais ils ont investi énormément de temps, de ressources pour éduquer les citoyens sur l'utilisation des plateformes, mais aussi sur les principes du Web 3.0, et ce qui fait qu'aujourd'hui, cet exemple-là de e-démocratie en Estonie, ça illustre vraiment le potentiel de la gouvernance Web 3, et ça peut vraiment transformer la manière dont les décisions politiques, elles sont prises et implémentées. Et tout ça parce qu'on a tout simplement intégré la blockchain, les tokens de gouvernance, et aujourd'hui, ça offre un petit aperçu de ce qui est possible de faire et possible de dupliquer dans d'autres pays, tout simplement. On peut vraiment transformer radicalement la façon dont on interagit en ligne et aussi la façon dont on structure nos façons de réagir, de communiquer et de construire les sociétés, mais d'une façon vraiment, on va dire, beaucoup plus démocratique, etc. Donc évidemment, il y a toujours des challenges, mais c'est ce que j'aime bien dire, c'est que les challenges, dans tous les cas, on va en avoir, peu importe ce qu'on fait, et le Web 3, qui est en train de s'ouvrir de plus en plus au monde, est en train de rencontrer des challenges partout, mais c'est comme toute nouvelle technologie, comme Internet dans les années 2000 a rencontré son lot de challenges, et le Web 3.0 rencontre son lot de challenges. Et le but, c'est de se poser un petit peu cette question, et on va terminer là-dessus, c'est de vous dire, ok, comment est-ce que la gouvernance décentralisée, elle peut améliorer elle peut être améliorée pour nous servir au mieux les intérêts. Je vais la refaire. La question c'est, comment la gouvernance décentralisée peut-elle être améliorée pour servir au mieux les intérêts de tous les utilisateurs d'Internet ? Et je vous invite à réfléchir là-dessus et au passage de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de nous dire en commentaire, de commenter à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer pour que ça serve encore mieux et quelles applications vous voyez aussi qu'on pourrait mettre en place dès maintenant et dans le futur. On va vraiment lire tout ça, donc interagissez au maximum avec nous dans les commentaires, et votre contribution, elle est ultra importante parce que on est encore au tout début du Web3, on est encore dans de l'adoption qui se fait évidemment chaque jour un peu plus, mais vous avez un rôle à jouer. On va pouvoir contribuer à un avenir où la gouvernance décentralisée, ça va pas être que pour les intérêts d'une minorité, mais ça va vraiment être
une voie de participation et d'influence pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Il y a 3 épisodes qui sortent par semaine. Donc là, on est dans cette série-là de la philosophie du Web3. À chaque fois, elle sera composée de 5 épisodes. Donc voilà, on va être sur une belle cadence. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le fait. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Mettez-nous un petit commentaire, soit pour répondre à la question que je vous ai posée, soit pour nous encourager et nous aider à tout simplement à diffuser notre message. C'était Lupo de Token Talkers. Merci et à très bientôt.